par an, tout ça a tourné court. Peut-on aujourd'hui dire que le dossier de l'emploi, la création de l'emploi dans notre pays est bien géré par le gouvernement dit du changement? D'abord, je voudrais, disons, nuancer l'expérience de 20 000 emplois. Je pense que ce n'est pas aussi négatif que ça. D'accord. Lui, il a promis 20 000. Vous promettez combien? Il a promis 20 000. L'Union fait la nation. Non, en fait, ce genre de grandeur, c'est difficile à déterminer. Vous ne sortez pas des chiffres? Non, non. Le professeur dont vous parlez, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et sa qualité première, c'est qu'il est très fécond en idées. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des Béninois qui travaillent au Nigeria à cause de ce programme. Moi, je connais. Enseignement du français au Nigeria. Oui. C'était dans les 20 000 emplois aussi. Oui. Même s'il n'a pas fait 20 000, je ne dis pas qu'il a réussi. Il n'a pas atteint son objectif, mais il a fait quelque chose. D'accord. Cela étant, aujourd'hui, la façon dont la question de l'emploi est abordée, je pense que elle n'est pas abordée de façon holistique, de façon globale. Oui. Nous devons distinguer l'emploi de tout ce qui sort du cursus scolaire, ce qui sort du système d'éducation. Nous devons distinguer l'emploi des artisans, des jeunes artisans. Et quand vous regardez le discours d'investiture du président Mbedi, c'est distingué, très clair et net. On ne peut pas la même chose. Ça, c'est la deuxième chose. Qu'est-ce que ça nous coûte de nous inspirer de l'expérience des pays qui ont réussi? Comme? Où est-ce que ça a marché? Bon, je pense à la Tunisie, j'aime pas trop citer cet exemple, mais au moins sur ce plan-là, ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Tunisie? Ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Eux, ils se sont beaucoup plus concentrés sur l'emploi des jeunes sortis du système de l'éducation. Et là-bas, ils ont mis en place un système tel que, d'une part, il y a des bases de données, bases de projets, où l'étudiant qui est en fin de formation peut regarder, s'inspirer de tout ce qui est faisable pour choisir déjà son thème de mémoire. Deuxième chose, dès que l'étudiant finit, ce qui fait déjà qu'il s'intéresse à faire quelque chose, dès qu'il finit, l'État lui propose de mettre en œuvre son projet qui est contenu dans son mémoire. Et l'État accepte de l'accompagner. De quelle façon? De deux façons. D'abord, on désigne un tuteur. Un tuteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans le secteur, qui pratique et qui est chargé d'accompagner ce jeune sur 2 ou 3 ans pour lui apprendre les bonnes manières de gérer, de produire, de gérer. Deuxième assistance, l'État apporte soit directement le crédit, soit apporte sa caution pour que le jeune ait accès aux ressources du système bancaire. Je pense que c'est un modèle qui a bien marché. Et ici, c'est faisable. Lorsque vous dites, pour l'emploi, bon, je vais installer des jeunes dans la vallée de l'Ouémé, comme ça. J'achète des tracteurs, une chose. Il y a une première question qu'il faut se poser. Est-ce que ces jeunes-là, est-ce qu'ils n'ont pas accepté là-bas simplement parce qu'ils ont besoin de travailler? Et vous savez très bien que lorsqu'il n'y a pas d'engagement de la part de celui-là, bon, il va rester là et le rendement sera tel que ce genre de projet au bout de quelques années. Il ne sera pas motivé, c'est ça? Il ne sera pas motivé, c'est clair. D'accord. Ce que nous nous proposons, c'est de lever toutes les contraintes, toutes les entraves à l'emploi de ce type de jeunes. Et les contraintes, la première contrainte, c'est la crainte pour ce jeune-là de se jeter à l'eau, donc d'entreprendre. Il faut lever cette crainte-là. C'est-à-dire donner déjà la culture entrepreneuriale aux jeunes, déjà voilà, dans la formation. Normalement, quelqu'un qui a fini sa maîtrise, et c'est après qu'il commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas bon. Dans la formation, il doit y avoir des rudiments d'entrepreneuriat. Voilà. Et je suis heureux de constater qu'actuellement sur place, il y a disons,
Des centres qui forment... Les écoles aujourd'hui, qui dans les modules de formation, ont inscrit l'entrepreneuriat. C'est très important. Dans le cursus, il y a des unités de valeur par rapport à ça. C'est très important. La deuxième contrainte, c'est que l'étudiant arrive sur le marché presque nu, parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a rien. Oui, M. Ouadaï, vous voulez nous dire que c'est les 5 ans que vous avez fait de côté pendant que Yaya était au pouvoir qui vous ont rendu aussi fécond comme ça en imagination en matière de gestion de l'emploi. Quand vous étiez là, aux côtés de Kérékou, tous ces discours-là, on ne les a pas entendus. Pourquoi vous n'avez pas pensé à la Tunisie, à d'autres pays pendant que vous étiez là? Et c'est maintenant que vous en parlez. Non, on en a fait. Oui, c'est vrai, on se rappelle. On a fait, on a donné pour l'emploi, voilà, à l'époque. Voilà, ça s'est amélioré. Il y a créé le FNPEJ et puis bien d'autres choses. Ça avance maintenant. Ceux qui sont là ne sont pas restés à ce que vous avez créé. Ils ont amélioré, ils en ont créé de nouvelles. Toujours pour impacter davantage. Et ça, vous le savez. En fait, ça se voit, c'est du concret là, sur le terrain. Je vais vous dire, M. Ousso. Oui, M. Ouadaï. Lorsque nous avions imaginé le programme de préinsertion, c'était pour détendre une contrainte très simple. Vous finissez l'université, vous déposez votre demande d'emploi, Canal 3 ou bien là, on vous dit, il faut 3 ans d'expérience d'abord, il faut 5 ans d'expérience. Mais qui va donner l'expérience à ce jeune? Qui va lui donner l'expérience avant que vous l'embauchiez? Et nous, c'est la première contrainte à laquelle nous étions attaqués. Mais on en a fait. Et à l'époque, on ne regardait pas la coloration des gens. Ah non, 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 vous venez, vous avez votre métier ou bien vous avez le... Aujourd'hui, il y a coloration? Ah. Je sais pas. Bon, allez-y, poursuivez, oui. Et à l'époque, on plaçait ces jeunes, ça leur donnait l'occasion de se faire la main, d'acquérir l'expérience, donc de modifier leur CV et de rendre le CV acceptable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est que parfois, ces jeunes-là, qui sont dans ces entreprises, avant le terme de leur contrat avec le ministère du Plan, trouvaient l'opportunité d'être embauchés. C'est vrai, on aurait pu faire plus. On n'a pas fait plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous voulons toujours, nous nous inscrivons dans la logique de l'amélioration constante. Donc vous voulez faire mieux que ce qui a été fait sur le changement. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous proposons pour ce type de jeunes, non seulement la levée de cette contrainte-là d'expérience, mais d'autres choses. Oui, Nessa Ouadaï, est-ce que vous pensez que les structures qui ont été créées depuis 5 ans maintenant pour s'occuper de questions comme celle de l'emploi, FNPEJ et tant pis, il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous pensez que ces structures-là vont résister à l'avènement du candidat Oumbidi? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent que de créer des structures comme ça, que d'opérer de la façon dont on opère en ce moment? Non, je pense qu'il ne faut pas faire comme on le fait maintenant. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut s'asseoir et faire la liste des contraintes. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question. Le jeune qui sort du système, pourquoi il ne peut pas s'auto-employer? Soit il y a, disons, les contraintes sociologiques, il a des craintes, j'en ai parlé. Soit les moyens, ok? Soit les moyens. Mais il faut voir tout ça. Et ce que le candidat Oumbidi prône, c'est la levée de ces contraintes. Pour les aspects sociologiques, je vous ai dit, c'est ce qu'on compte faire. Maintenant, pour les moyens, ce qu'on fait, il faut imaginer des technopoles. Des technopoles, c'est-à-dire c'est des sites où l'étudiant qui est sorti a la possibilité d'avoir accès à un bureau gratuitement pendant une connexion, l'électricité et l'eau. Ça se fait dans d'autres pays, c'est ça? Oui, même le Sénégal est à côté de le faire. Et ce qui me gêne, c'est que nous avons sous notre nez ce qui pourrait gêner aussi, cette story que personne ne veut au moins copier. On n'invente pas la roue, il faut l'utiliser. Vous avez parlé de questions comme celle-là avec le candidat Oumbidi. Est-ce que vous avez senti qu'il est très à la pointe, qu'il est déterminé sur une question comme celle-là, celle de l'emploi? Absolument, il était... Vous avez parlé avec lui? Oui, et quand vous regardez même son discours, il ne parle pas seulement de... Au-delà du discours. Oui, oui, c'est pour vous dire que, d'abord, déjà à l'investiture, il a parlé de l'emploi. Et moi, je me rappelle très bien, je ne suis pas chargé d'écrire
ce volet du programme du gouvernement du président Mbeki. Vous avez écrit Mais, le volet... Non, je n'ai rien écrit, Mais ce que je sais, c'est que j'étais présent quand il nous a dit la priorité, pour moi, c'est l'emploi des jeunes. Priorité absolue. Et je pense que quand on faisait les débats, on a fini par faire un distinguo. L'emploi des jeunes sortis du système et les autres. Et les autres. Qui ne sont pas allés à l'école, des artisans. Les artisans, les paysans. Il faut s'en occuper sérieusement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas aussi. Il y a beaucoup de jeunes. Voilà. Et ce qu'on veut faire, on l'a écrit. Monsieur Waraï, on vous aura compris sur ce plan. On n'a plus beaucoup de temps. On va parler rapidement de la fiscalité du développement. Comment est-ce que vous voyez la gestion de la fiscalité sur les entreprises, sur le changement? Il y a les entreprises qui disent qu'il y a beaucoup de pression fiscale. On a suivi, en 2008, il y a eu des propositions qui ont été faites au gouvernement par les entrepreneurs sous la houlette de la CCIB. Et récemment, en janvier dernier, on a entendu le Conseil national du patronat dire que c'est beaucoup plus tendu que jamais et que donc les entrepreneurs sont fâchés vis-à-vis du gouvernement. Et vous, en tant qu'économiste statisticien, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? C'est vrai aussi que pendant que les coûts finissaient ces 10 ans, on a aussi déploré la chose, qui a fait beaucoup de pression fiscale et aujourd'hui les entrepreneurs disent que ça continue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un pays de services essentiellement où la plupart des ressources de l'État sont fiscales? Non, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut réconcilier l'État et le secteur privé. Il faut réconcilier l'État et le secteur privé parce que sans un partenariat public-privé, nous ne pouvons pas vraiment relancer la croissance. Ça, c'est clair. Et cette réconciliation passe par l'écoute attentive des préoccupations du secteur privé. Vous avez fait référence tout à l'heure au discours, à la présentation des doléances que le patronat a eu à faire le 8 janvier 2010. Moi-même, j'ai eu accès à ce discours. Et ce qui est frappant, c'est que le secteur privé a déjà proposé des mesures très simples, mais au bout de plus de 2 ans, rien n'a bougé. Non, pas rien. Il y a eu des choses, il y a eu quand même des petites choses. Par exemple, le fait que lorsque vous créez une entreprise au cours d'une année, vous n'êtes pas soumis à la fiscalité de cette année, c'est l'année d'après qu'on commence à vous imposer. Ça a été proposé et c'est déjà en cours. Donc quand vous dites que rien n'a été fait, ça au moins je me suis au niveau j'ai ici oui, allez-y. Oui. J'ai ici la formulation du patron, le responsable du patron, oui. Il est clair. Oui. Il est clair. Il a dit, bon, nous avons souhaité, bon, et puis à la fin, il dit,